Ben, ça nous permet de remonter. Dans la mesure où vous soulignez dans vos travaux, dans vos articles, dans le récent livre sur l'antifascisme, euh, et puis dans vos projets à venir, vous soulignez l'importance, mais aussi l'évolution, et c'est cette évolution qu'on va un peu retracer, entre le traitement de l'antifascisme en Italie, euh, la droitisation de la droite et l'effacement de la gauche. Les trois sont là et l'Italie est assez remarquable à cet égard dans la mesure où c'est au fond le seul pays d'Europe occidentale qui a un paysage politique qui ressemble aux pays d'Europe de l'Est dans la mesure où la gauche a disparu d'une certaine façon ou pratiquement. Enfin, pas totalement, Pas mais totalement. en tout cas, elle a une évanescence que même l'élection, la nomination d'une dirigeante du Parti démocrate plus à gauche que ses prédécesseurs ne semble pas devoir conjurer si on en voit les derniers résultats d'élections partielles. Mais bon, revenons d'abord en arrière, parce que ce que j'aimerais vous demander, c'est de retracer euh, les étapes de l'évolution de cette triple corrélation. Donc, disqualification de l'antifascisme, droitisation de la droite, effacement de la gauche. Et premier bloc, d'une certaine façon, de la fin de la guerre, de 1945 jusqu'aux années 80 incluses. Et là, il me semble il y a trois moments. Il y a le moment des années, fin des années 40, des années 50, donc l'hégémonie de la démocratie chrétienne dans l'ère des Gasperi et ce qui va suivre. Puis après ça, les années de plomb et l'impact des années de plomb sur les deux grands partis de l'époque, c'est-à-dire la démocratie chrétienne et le Parti communiste. Et troisièmement, les années 80, avec la contre-révolution néolibérale un peu partout dans le monde, mais notamment en Italie, et la crise du coup de la Première République qui se termine avec Tangentopoli. Donc, parce que vous soulignez que dès la fin des années 40, déjà, il y a une espèce de mise à l'écart de l'antifascisme. Donc, reprenons les... Ouais, si on reprend les étapes, je sais pas d'ailleurs si ça, si chronologiquement, mais Vous me on le corrigez. verra, mais on le verra. Mais il y a un moment important de tournant, et ça, c'est entre le vote pour la République du 2 juin 1946. Donc, l'Italie était une monarchie. Il y a eu un vote le 2 juin, vote auquel les femmes ont été les premières à prendre part. Il y a un magnifique film d'ailleurs autour de cette question que je conseille tout le monde d'aller voir. Il reste encore demain. Et donc, ce moment-là, c'est un moment j'irais de potentialisation des espoirs révolutionnaires qu'a fait naître la résistance. La résistance, là aussi, c'est là où c'est compliqué. La résistance, c'est aussi un mouvement qui a coupé l'Italie en deux, qui est très très présent dans le nord dans le nord de la péninsule, pas dans le sud, ou pratiquement pas, malgré les 4 journées de Naples. Et bon. Et donc, moment où la population napolitaine a bouté hors de Naples les nazis fascistes, les troupes nazies. C'est quand? C'est 44. Donc, on est en fait dans une période de potentialisation des espoirs révolutionnaires de la résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistance c'était évidemment, je dirais un peu partout comme en France, énormément porté par la base militante du Parti communiste, la base militante, j'entends, du Parti communiste, mais c'est aussi une résistance qui a porté, comme le dit un politiste italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marco Revelli, qui a porté un plus à la démocratie. C'est-à-dire que, indépendamment des volontés politiques de l'Union soviétique, de Staline, menées d'ailleurs y compris par son premier secrétaire en Italie, Palmiro Togliatti, eh bien la base de la résistance italienne, elle voulait un changement radical de la situation en Italie, dans cette optique qu'il fallait non seulement combattre le fascisme, mais combattre tout ce qui l'avait rendu possible. Donc,
on est à un moment, 46, 47, 48, je dirais jusqu'à la proclamation de la Constitution, de la nouvelle Constitution, on est à un moment fort où en tout cas une base militante, alors celle des partis communistes, la base, j'insiste, celle des partis communistes, et par exemple un parti né de la résistance, qui est le Parti d'Action, entendent mener à bien ces réformes, cette transformation structurelle de la société italienne. Le Parti d'Action, pardon, c'est Alors, qui? le Parti d'Action, c'est un peu un parti en fait qui s'est constitué en 42 dans le cadre de la lutte de résistance, très proche du mouvement Justice et Liberté de Karl Russell, et qui a été assassiné en France en 37. Donc des socialistes, je dirais, des socialistes révolutionnaires, mais qui mêlent, y compris un socialisme libéral. Enfin, il y a plusieurs âmes dans le Parti d'Action. Et lui, il incarne véritablement les espoirs de la résistance, bon, des transformations radicales. Et vous voyez, la question qui se joue entre la fin de la guerre, 45 et 48, elle se joue là. D'abord, elle se joue de manière géopolitique avec la position de l'Italie. Elle se joue du point de vue politique avec le rôle très très important que jouent les militants communistes dans la résistance. Et avec le poids qu'acquiert le Parti communiste dans ce dernier rempart, hein, vis-à-vis de l'Est du point de vue de l'Occident. Et donc la question de mettre au rencard l'antifascisme assez vite après la Deuxième Guerre mondiale, elle est liée profondément à ça. Elle est liée à cette focalisation autour de la transformation souhaitée et voulue d'une population italienne en armes. Alors évidemment pas tous, évidemment pas sur toute la péninsule, mais une minorité quand même significative qui a pu compter sur des réseaux de résistance qu'on appelait, il y a longtemps, heureusement on a arrêté de l'appeler comme ça, de résistance passive, bon, parce que non armée. Donc en fait c'est une Italie qui entend renverser la donne et modifier, bouleverser le système politique italien. Et donc la crainte que cet enthousiasme-là, que cette puissance-là, que cette ère, que cet horizon-là gagne du terrain sur la péninsule en faveur d'une défense de l'antifascisme et de la résistance est une crainte très très importante, pas seulement du point de vue de la démocratie chrétienne, mais aussi du point de vue, cette fois, des instituts, enfin, de l'appareil politique du Parti communiste. Staline ne veut pas d'une Italie révolutionnaire, hein, il veut pas de ça, donc Togliatti non plus. Donc, y compris eux, ne veulent pas de cette transformation-là. Et puis, les États-Unis refusent absolument cette option. Ils vont même jusqu'à menacer l'Italie de déployer les troupes, qui sont d'ailleurs déjà sur le territoire italien, en cas de victoire du Parti communiste aux élections. Donc, en fait, on est dans ce cadre-là. Donc l'antifascisme, il est, si vous voulez, mis au rencard assez vite du point de vue du discours. Alors à droite, très clairement, De Gasperi dit, en gros, il faut une réconciliation nationale, l'antifascisme n'est plus utile aujourd'hui pour l'Italie, donc il faut avancer vers une démocratie qui rassemble l'ensemble de la population. Et puis il y a aussi un autre élément qui moi m'intéresse beaucoup, c'est aussi l'idée qu'en définitive, finalement, comme il y avait cette idée que le fascisme n'a pas marqué la population italienne qui, elle, était restée en opposition au fascisme existentiellement, disons, eh Ça, c'était le bien, discours de la DC. ouais, Oui. ça c'était le discours de la DC, eh bien du coup l'antifascisme était plus tellement utile. Bon. Donc en fait on est face à ça, et l'antifascisme devient, du point de vue du discours public, alors comme c'était une arme
enfin, à l'usage politique de l'Union soviétique. Il devient, du point de vue du discours public, un synonyme de l'Union soviétique de Staline, et donc un synonyme potentiel de totalitarisme et donc de refus de la démocratie. Et donc ça commence là. L'enjeu commence là, moi j'aime bien parler du Parti d'Action parce que la dissolution du Parti d'Action en 47-48, il indique précisément cette fin-là, cette fin prématurée de l'antifascisme et des espoirs qu'il avait pu porter. J'aimerais aussi insister sur un autre élément, c'est qu'après la guerre, très vite, dans une Italie où finalement l'épuration s'est faite de manière très limitée, on va dire ça, s'est faite de manière très limitée, eh bien, ceux qui vont remplacer les fascistes sur les quelques fascistes sur les bancs des accusés, ça va être beaucoup les partisans, les résistants pour actes de violence, etc., et qui vont donc remplir assez rapidement les prisons italiennes Dès les années 50. Dès les années 50. Donc en fait, on est et en même temps, dès les années 50, les fascistes qui avaient fait quelque temps en prison retournent, même les personnalités connues du régime reviennent à la vie civile, racontent dans leur mémoire leur histoire et racontent comment ils ont sauvé l'Italie. Donc en fait, tout le discours sur alors, est-ce qu'il faut dire normalisation ou banalisation? Bon, sur la normalisation du fascisme dans le discours public italien, en fait, ça arrive très très vite. Ça arrive dès les années 50 et l'antifascisme devient de plus en plus un élément qui est protégé par une partie de la gauche, et de la gauche dite radicale dans le sens que c'est une gauche qui est censée aller aux racines, hein, voilà. Et donc qui va en fait qui vont essayer de maintenir en vie pas la mythologie, enfin si une partie d'entre eux vont vouloir maintenir en vie la mythologie de la résistance, mais une autre partie d'entre eux vont vouloir disons maintenir en vie l'antifascisme dans ses potentialités d'horizon politique en fait. Donc voilà, donc les années, fin des années 40, dans les années 50, la publication de ces textes, la normalisation de plus en plus claire du régime fasciste, la République de Salo, le régime fasciste avant, oui, c'est ça. Le régime fasciste avant, hein, c'est... avant 38 ou avant 43? Ça, c'est une bonne question. Alors avant, ça c'est clairement avant l'alliance avec Hitler et depuis une trentaine d'années avant les lois raciales de 1938. Donc c'est cette idée qui était rendue par comment on dit, c'est pas un slogan, mais par cette phrase qui est souvent répétée après la guerre, ça allait mieux quand c'était pire. Si stava meglio quando si stava peggio. Donc c'est vraiment ça allait mieux quand c'était pire, donc ça allait mieux quand même quelque part sous le fascisme. Bon, donc il y a cette diffusion d'une culture de la droite aussi grâce à l'écriture de ses mémoires, à la diffusion de plus en plus large de cette narration-là, y compris à droite, qui va faire que de plus en plus le fascisme va apparaître voilà, comme quelque chose qui a quand même fait des choses bien.